je trouve qu'il y a vraiment un vrai... il y a deux vitesses. Voilà. On a une partie de la population féminine qui a beaucoup évolué, qui est maintenant ultra libéralisée, enfin, qui est ultra éduquée, qui est vraiment à un certain niveau, etc., qui ont aussi des fonctions, des responsabilités et c'est complètement démocratisé dans le sens où en fait il n'y a plus de complexe à voir telle ou telle femme à certains niveaux de responsabilité. Mais à côté de cela, on voit aussi l'autre vitesse qui est toute cette grande masse, et vraiment c'est la masse de jeunes filles, de jeunes femmes surtout, qui sont au chômage, et des fois même que je dis qu'ils sont en perdition. On a une jeunesse en perdition parce qu'il y a une forme de pauvreté urbaine aussi qui est là, un désarroi économique qui fait que ces filles-là aussi vont essayer juste d'aller chercher de quoi en fait amener quelque chose à faire bouillir. Peu importe comment elles vont le faire, hein, mais personne ne va rien dire parce qu'elles font bouillir la marmite. Ce sont les femmes elles-mêmes qui sont le premier frein pour elles-mêmes. Je m'explique. Souvent, je rencontre cette attitude très souvent. Ah, j'aimerais tellement. Ah, je voudrais tellement. Mais qu'est-ce qui t'en empêche? D'accord? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est j'ai dit à mon mari qu'il ne veut pas. Autant pour moi. J'ai dit à mon mari, je n'ose même pas lui dire. Mais pourquoi? Ok? Et après, l'autre chose, c'est les femmes entre elles-mêmes. Non, une femme ne devrait pas faire ça. Une femme devrait être comme ça. Une femme devrait être comme ça. Et qui crée elle-même ces barrières-là. Parce que qui est mieux placé pour lever ces barrières si ce n'est la personne qui éduque dans nos sociétés? Ce sont les femmes. Nous transmettons. Si nous transmettons d'autres valeurs, on va créer d'autres types de personnes. Si on transmet à son enfant de 6 ans ou de 5 ans qui est un garçon, que le fait en fait d'avoir de la bienveillance pour sa femme et de l'aider à balayer la cour, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de courage. Et j'en vois des hommes comme ça qui portent leur bébé dans leur dos pour soulager leur femme parce qu'ils savent à quel point cette femme est fatiguée. Et maintenant, après, il y a l'environnement. Si l'environnement est justement adapté à ce que les personnes puissent trouver des solutions facilement, voilà, c'est plus facile. Si aujourd'hui, les banques sont plus ouvertes aux populations, c'est plus facile de se dire, OK, même si j'ai envie de me lancer, bon, je vais peut-être pouvoir aller dans une banque facilement parce que les banques sont maintenant préparées à accueillir des personnes comme moi. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que c'est vraiment tout l'environnement qui doit être en fait adapté pour que ces personnes-là puissent d'eux-mêmes aller chercher des solutions pour sortir de leur situation. Mais si on essaye, on se cogne devant le mur de la banque, on se cogne devant le mur du mari, on se cogne devant le mur de la société, ça ne va pas. Mais si le mari est bienveillant, qui dit « Ah, de toute façon, ma femme, elle ne se lève que dans l'objectif peut-être d'améliorer nos conditions de vie et qu'il devienne en fait un support, un soutien au lieu d'être en fait une barrière. » Donc tout cela effectivement doit être mis en place pour que ça soit possible. J'ai entendu des témoignages de femmes qui sont à des conseils d'administration de grandes entreprises et quand elles rentrent dans la salle, les personnes qui ont le même niveau hiérarchique leur demandent de leur servir du café. Donc ça, c'est des choses qui existent. On ne peut pas dire que ça n'existe pas, mais je pense que ces hommes-là, ils testent aussi. Ces hommes testent. Et quand en fait on laisse faire, ou en tout cas quand on est intimidé, parce que ce n'est pas facile quand on est dans cette situation, quand on est intimidé et que la chose se passe, il continue. Mais dès lors qu'on met une limite à ça, qu'on dit non, tu n'as qu'à te lever, le café est à droite, tu peux aller chercher ton café toi-même, ils savent à qui ils ont affaire. Moi, les meilleures féministes, en tout cas les féministes que j'admire le plus, ce sont des hommes. Les hommes qui ont le courage en fait de se lever et de dire non, une femme c'est un être précieux, on doit la protéger. Une femme elle donne la vie, une femme c'est ma femme, une femme c'est ma mère, une femme c'est ma soeur. Ces hommes-là sont les meilleurs féministes. Parce que souvent je dis aux femmes, le féminisme c'est pas de la confrontation. C'est pas de la confrontation.
C'est en fait comment je vis avec le sexe opposé dans la meilleure harmonie possible, tout en restant une femme. C'est pas parce qu'on est féministe qu'on devient un garçon manqué ou on devient vraiment très radical, etc. sur certaines choses. On peut être une femme très assumée, avoir des positions féministes dans le sens où on vous donne la possibilité de vous assumer en tant que femme et voilà, d'avoir aussi les hommes qui sont avec nous, pas contre nous. Okay? Moi, je dis aujourd'hui, la bataille, c'est quoi? C'est la bataille, c'est qu'on nous donne les moyens de faire des enfants tout en assumant une carrière professionnelle. C'est ça la bataille. C'est pas de dire góor mën na jigéen mën na, c'est pas ça. C'est pas en fait un concours. C'est que moi, jusqu'à preuve du contraire, biologiquement, ce sont les femmes qui peuvent tomber enceintes et qui portent la vie. Si les hommes pouvaient porter la vie, on pourrait leur dire, ok, à votre tour, j'ai fait un bébé, tu fais l'autre. C'est pas le cas. Mais aujourd'hui, cette situation de fait ne doit pas être un handicap. La femme, pas parce qu'elle doit avoir un enfant qu'on va en fait la rétrograder ou en tout cas décélérer sa progression professionnelle. Ok? Donc ça, c'est important. Mais c'est pour ça que je dis en fait aux femmes, l'erreur souvent que vous faites, c'est que vous ne réfléchissez pas avec les hommes en tant que des coéquipiers. Ce sont des coéquipiers. Votre mari, c'est votre premier coéquipier. Votre famille, c'est votre équipe. Donc, comment aujourd'hui on a une équipe qu'on crée et qu'on porte jusqu'au sommet? On ne le fait pas seul. L'entraîneur seul ne le fait pas. Le coach seul ne le fait pas. Le recruteur seul ne le fait pas. Donc, quand on est une famille, on est une équipe. Donc, on doit en fait avancer main dans la main. Et effectivement, si l'homme ne se sent pas impliqué dans l'éducation de ses enfants, c'est un problème. Si la femme l'exclut en lui disant non, c'est affaire de femme, c'est un problème. Okay? Si la femme aussi exclut l'homme dans la gestion de la maison, c'est un problème. Moi, je ne vois aucun mal et que quelqu'un peut-être me dise dans quelle religion il est interdit d'aider ses enfants à faire leurs devoirs. Mais regardons ce qui se passe au Sénégal. Ce sont les femmes, elles vont aller travailler, machin, entrer dans la cuisine, voir est-ce que les enfants ont fait leurs devoirs pendant que le mari est en fait devant la télé. C'est parce qu'on l'accepte. C'est parce qu'on l'accepte et qu'on ne crée pas les vraies règles du jeu, qu'on dise à son mari, hey, on est une équipe, pendant que je suis dans la cuisine, regarde si les enfants ont fait leurs devoirs. Moi, je pense que honnêtement, il y a des choses, globalement, il y a des choses qui ont très bien marché dans d'autres pays. Et souvent, en fait, on dit qu'il ne faut pas réinventer la roue. Il y a des modèles dont on peut s'inspirer, etc. Je reprends la condition de la femme dans l'entreprise. Améliorer, en fait, structurellement, le fait que les entreprises soient beaucoup plus accueillantes des femmes. Quand je dis accueillante, c'est que quand on est enceinte, que l'organisation aussi essaye un peu de s'adapter. Je ne dis pas qu'elle s'arrête, elle est un peu ça, mais elle peut s'adapter de manière très très simple. Hein. On peut mettre des petites garderies dans les entreprises. On peut trouver des solutions, par exemple, pour les soulager dans les crèches, des choses comme ça. Je vois beaucoup d'exemples de grosses entreprises qui font des partenariats avec des crèches dans leur proximité pour que les femmes, quand elles viennent au travail, elles déposent juste l'enfant à côté. Ça semble rien, mais ça change tout. Parce que c'est ça qui complexifie notre quotidien, qui fait qu'on ne peut pas se concentrer dans notre travail. Donc ça, c'est une des choses. La deuxième chose, c'est que les femmes sont créatrices de valeur. Et ça, vraiment, c'est quelque chose sur lequel le poids économique, que les politiciens sachent que ce poids-là est important et justement, comment on peut accompagner cette création de valeur de manière beaucoup plus efficace. Et la dernière chose, c'est la santé des femmes. Parce que ce que j'ai vu en faisant justement Yaye, c'est que plus les femmes sont informées, plus elles prennent de bonnes décisions. Okay? Quand aujourd'hui je suis éduquée sur ma santé, mon hygiène féminine, ma santé féminine, je pourrais prendre les bons choix pour me dire, ok, je vais peut-être attendre 6 mois avant de vouloir faire un enfant parce que peut-être que j'attends une promotion, des choses comme ça. Ok? Le fait justement d'avoir les outils de prise de décision, c'est important, notamment sur la santé des femmes. On a vu toutes les problématiques de cancer.
Moi, vraiment ça, par contre, c'est un vrai appel que je peux faire aux politiques, c'est en fait les questions de santé publique. Il est inadmissible de continuer à laisser certains produits faire les ravages qu'ils font dans notre pays. Je parle des produits de dépigmentation, je parle des produits des cheveux, etc. Tous ces produits-là qui sont exportés de pays où ils n'ont pas l'autorisation d'être vendus et qui rentrent dans notre pays. Et une population, en tout cas surtout la population féminine qui donne la vie, si elle est en bonne santé, c'est que meilleur pour nos sociétés.